Très bien, donc je vais démarrer cette première table ronde que j'ai le plaisir d'animer avec quatre intervenants représentant les points de vue donc des avocats et des entreprises. Nous allons traiter un sujet qui est quelle méthode à suivre. J'ai des consignes, et je vais m'y plier bien volontiers, de respecter le temps de parole, étant donné que nous avons déjà pris un certain retard et que j'ai un train tout à l'heure pour Londres que je sens que je vais louper. Nous avons donc quatre intervenants. Tout d'abord, Nicole Koutrelis, qui est avocate et est associée dans un cabinet spécialisé en droit communautaire, qui a, de ce que je comprends, plusieurs affaires actuellement à la Cour de justice. Monsieur Pierre Gache, qui est président-directeur général du groupe Gache Chimie. Monsieur Robert Saint-Esteban, qui est donc associé du cabinet Brodin-Pratt. Et enfin, mais pas en moins, monsieur Jean-Yves Trochon, qui va nous apporter une vision internationale du sujet. Il est depuis 20 ans juriste d'entreprise et actuellement directeur juridique du groupe Lafarge et par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages. Nous allons donc essayer, où je vais en ma capacité de modératrice, de poser un certain nombre de questions aux membres de cette première table ronde. Je vais demander à chacun donc de se limiter en sa réponse à peu près 3 minutes par question pour que nous puissions laisser un peu de temps pour la salle, parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions dans la salle. Et nous allons donc essayer de partir, même si les points peuvent être très nombreux, de cette question de méthode. Nous allons essayer de cibler la discussion sur 5 grandes problématiques qui sont donc le communiqué, donc le véhicule, sa valeur et sa portée, la façon dont ce communiqué combine droit interne, droit européen et bonnes pratiques des autorités de concurrence qui sont membres du réseau. Nous allons ensuite parler de la détermination du montant de base, sujet intéressant par rapport à la valeur des ventes, et l'articulation entre gravité et dommage à l'économie, sujet que je trouve très très important. Enfin, nous allons envoyer sur le traitement de la durée et nous allons finir par la question des procédures accessoires, par exemple la clémence et l'individualisation, donc les points sur les circonstances atténuantes ou aggravantes. Allez-y, oui, parce que je vais peut-être un peu sur le côté quand j'essaie de parler. Voilà, merci. Donc, je vais ouvrir le débat sur la nature et la portée du communiqué et je voudrais lancer ce premier sujet en posant une question dans un premier temps à Maître Saint-Esteban, qui est donc dans le communiqué, cette autorité a indiqué en substance deux choses. D'une part, l'autorité s'engage sur une méthode générale de calcul de sanctions, et d'autre part, elle se réserve une marge de manœuvre pour individualiser les sanctions au cas par cas. Donc, Monsieur Saint-Esteban, est-ce que vous estimez que ce texte a la même valeur que les lignes directrices de la Commission, dont nous venons d'en parler, ou les directives au sens de la jurisprudence du Conseil d'État ? Ça marche. Merci. Certains sont venus avec des ouvrages de littérature. Moi, je m'aperçois que j'aurais dû venir avec le sablier que ma mère utilisait pour les 3 minutes de l'œuf à la coque. Et par ailleurs, c'est un temps auquel on n'est pas habitué, dans la mesure où il est à peine détectable, je vois sur ma montre. Donc j'ai déjà perdu la moitié du temps. Alors, pour le reste, réponse brève. Premièrement, je pense, et ça sert de lien avec l'excellent et intéressant exposé de M. Le Gall, que la question ne peut pas être examinée au regard du droit communautaire et des lignes directrices communautaires. C'est une interrogation souvent que nous avons, nous les avocats,
mais nous sommes devant l'application, par hypothèse, d'une norme française qui est le Code de commerce, avec des principes qui sont énoncés, une règle qui est énoncée par la loi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le principe fondamental de l'arrêt CCF, c'est qu'on ne peut pas, même par cohérence avec le droit communautaire ou autre, aller au-delà et créer une norme qui ne serait pas incluse, en quelque sorte, dans ces textes. Donc, les références doivent être, pour répondre à la question, des références nationales. Il y a, alors, heureusement, l'arrêt CCF, heureusement que ça a été traité, je considère que c'est vraiment la base de la réponse. Et cet arrêt CCF essaye d'instaurer un équilibre entre ce qui doit relever d'une norme. La notion, sauf erreur de ma part, figure dans l'arrêt du Conseil d'État. Donc c'est une norme, mais à laquelle il faut, le cas échéant, déroger. Il faut déroger en tenant compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Donc c'est la première réponse. Je dis pas de droit communautaire. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsque la Commission a sorti les lignes directrices de 2006, dans son communiqué de presse, sauf erreur, elle avait dit expressément que ça ne liait d'une certaine manière, je ne reviens pas, la Commission, mais pas les États membres qui restaient totalement libres de la détermination de leurs sanctions. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième, je dirais, parce que j'essaie d'être concret, nous avons avec l'APDC, l'Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence, quelques interrogations sérieuses sur 2 points. 1, est-ce que le communiqué n'établit pas de nouvelles normes, en fait, ce qui serait contraire à l'esprit du CCF, de l'arrêt CCF, au regard de la règle. La règle du Code de commerce, notamment à travers le dommage à l'économie, c'est nécessairement un cas par cas. Le dommage à l'économie ne peut pas être généralisé. Et là, je réponds quelquefois aux économistes, à ceux qui veulent suggérer. Donc, le dommage à l'économie ne peut être examiné que cas par cas. Donc, certaines propositions du projet de communiqué, notamment en ce qui concerne des seuils, ce serait trop long de dire, mais le seuil de 15% pour les cartels, le seuil de 5% pour la durée, par exemple, nous paraît poser une question au regard de la nouvelle norme. L'importance donnée à la dissuasion et à la durée sont également des interrogations on pourrait en débattre. Donc, je vois que notre œuf à la coque est parfaitement à point. Et j'aimerais donc demander à Maître Koutrelis si, au regard de votre expérience communautaire, vous partagez le point de vue qui vient d'être exprimé. Pas complètement, je dirais. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Disons qu'on anticipe un peu sur la deuxième question, là, en fait, qui est l'interaction avec le droit communautaire, sur lequel, effectivement, j'avais pas mal de choses à dire. Et si vous me permettez, je les garderai peut-être pour votre deuxième question. Mais sur ce plan précis, quand même, moi, j'ai comprendre cette première question plutôt sur, effectivement, créateur de droit ou pas, en ce qui concerne les lignes directrices communiquées, on les appelle comme on veut. Je dirais pour autant, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'elles aient quand même un certain standing, qui soit, à mon avis, égal à celui qu'on trouve dans les autres États membres et évidemment aussi égal au standing des lignes directrices de la Commission. Si cela est clair, au-delà des mots, je pense que ce n'est pas le plus fondamental. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on doit complètement ignorer le droit communautaire. Sur le fond et sur la manière dont les sanctions sont calculées, je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de suivre les lignes directrices communautaires et on y reviendra dans la deuxième question. En revanche, sur le fond du droit que l'autorité nationale est chargée d'appliquer et qui là est quand même le droit français et le droit communautaire, et on y reviendra tout à l'heure,
je pense qu'on ne peut évidemment pas en faire abstraction. Alors, pour venir à la question plus précise du communiqué lui-même et du sens juridique ou de la base juridique du texte français, je vous avoue que je ne vois pas très bien ce que je pourrais me permettre d'ajouter après l'exposé de M. Le Gall. Non seulement parce que son autorité ne saurait être contestée, mais aussi parce que mon expérience de juriste, effectivement, et d'avocat en droit communautaire, ayant souvent plaidé à la Cour de justice, m'a donné un certain nombre de mécanismes qui font que je ne peux que souscrire pleinement à l'analyse de Monsieur Le Gall, où il est très clair que ces fameuses lignes directrices ont à la fois le mérite de donner une certaine sécurité juridique aux entreprises, et je crois qu'on ne peut que souscrire pleinement au fait qu'elles engagent l'autorité vis-à-vis des entreprises, sauf évidemment si les conditions particulières d'un cas d'espèce font qu'elles sont inacceptables et inapplicables, et auquel cas c'est à l'autorité d'expliquer, de motiver pourquoi elle s'en écarte, mais dans un seul but, qui est bien sûr de respecter la loi, puisque la référence avec un grand R restera toujours la loi. Et d'autre part, le côté indispensable d'avoir toute la souplesse pour remplir tous les objectifs. Et d'ailleurs, les lignes directrices communautaires elles-mêmes et le projet de communiqué de l'autorité de la même manière ont deux types de dispositions. Il y en a où l'autorité dit « je ferai ceci, je ferai cela », et d'autres cas où on dit « je pourrais faire ceci ou cela ». Et la jurisprudence communautaire a très bien identifié dans un certain nombre de cas, justement, des hypothèses où des requérants avaient reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué ou d'avoir trop appliqué telle ou telle chose, alors que la Commission, sur ce point précis, avait simplement dit qu'elle pourrait le faire sans s'y engager. Alors que je crois que le tribunal et la Cour de justice sont beaucoup plus féroces lorsque la Commission ou regarde de beaucoup plus près lorsqu'il est reproché à la Commission de ne pas appliquer ce sur quoi elle s'était engagée. Et je pense qu'on peut avoir exactement le même schéma en France, et je ne vois pas en quoi ce serait contraire à la jurisprudence Crédit Foncier de France. Donc, sur ce premier point, personnellement, je ne vois pas de problème particulier au regard du droit français et du droit communautaire, parce que les deux convergent pour tout simplement avoir un besoin effectivement de référence, aussi bien pour les opérateurs que pour le juge, et dans l'ensemble, disons, pour qu'on ait un minimum de cohérence aussi au niveau international dans lequel nous sommes. Merci. Alors, pour rester dans les images de l'art culinaire pour le petit déjeuner, j'aimerais bien glisser sur une tartine suivante, qui est donc la question de la façon dont notre communiqué combine droit interne, droit européen et les bonnes pratiques du réseau. Et je souhaiterais que Jean-Yves Trochon me donne son avis, nous donne son avis sur la question de savoir si ce projet de communiqué se rapproche des lignes directrices et des bonnes pratiques donc du réseau sur plusieurs points, mais il s'en écarte également pour tenir compte des particularités du droit français, comme le dommage à l'économie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, Jean-Yves, est-ce que vous pensez que le positionnement retenu pour l'instant est le bon, ou est-ce que vous voyez d'autres marges de manœuvre et de progrès donc, qui est possible? Oui. Oui, je crois clairement il me semble qu'il s'agit vraiment d'un progrès, et ceci pour autant que l'application du communiqué tire pleinement les enseignements de certains excès qui ont pu être constatés dans l'application des lignes directrices, notamment les lignes directrices de 2006 et peut-être d'ailleurs d'autres lignes directrices des autorités nationales. C'est vrai que, comme l'expliquait le président Lasserre, finalement, la France arrive à un moment assez clé. D'abord parce qu'on est au milieu d'une crise économique quand même sans précédent. En plus, effectivement, il y a quand même une évolution, un trend en matière d'amendes communautaires. Enfin, je rappelle quand même juste un chiffre. Entre 2004 et 2008, la hausse des amendes communautaires a été de 800%, et je l'ai lu, donc sur le site de la Commission.
Et aujourd'hui, c'est vrai que la véritable question, c'est que confronté à cette situation de crise économique sans précédent, dans des situations où on a quand même des entreprises qui ont pris des amendes qui se chiffrent quand même, rappelons-le, en centaines de millions d'euros, qui sont quand même des amendes qui représentent parfois entre 5 et parfois plus années de profit de l'activité concernée, quand même. Donc moi la question c'est plus en fait une question un peu de, je crois que Hubert Le Gall a dit tout à l'heure, à force finalement de, enfin en rentrant trop dans le détail, on perd un petit peu parfois de vue. Un excès de détail peut faire perdre un peu la perception globale. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de questions un peu candides qu'il faut se poser. Est-ce que c'est encore tenable aujourd'hui en Europe? Donc la réponse finalement que je voudrais apporter, c'est d'abord, vous avez dit à juste titre qu'on n'était pas obligé de tenir de suivre les lignes directrices communautaires. 2, il est effectivement extrêmement important d'assurer la cohérence globale du droit français avec le droit communautaire. Donc il ne s'agit pas de dire on s'affranchit du droit communautaire. Il s'agit simplement effectivement de dire, essayons de tirer le retour d'expérience d'une certaine manière, pour reprendre votre terme. Moi, je crois que ce qui est le communiqué, enfin le projet de communiqué, il est certainement perfectible, et en fait toutes ces contributions qui ont été présentées par le président Lasserre sont très intéressantes, parce que je crois qu'il y a eu un vrai débat démocratique et constructif et positif. Il y a eu énormément de contributions. Moi, celles que j'ai pu voir de la part notamment de la communauté des affaires, au nom de laquelle je ne m'exprime pas évidemment, c'est quand même qu'effectivement, on n'est pas du tout dans une situation où on aurait les forces du bien d'un côté, les forces du mal de l'autre, les entreprises qui seraient là, effectivement, en train de mettre en place des programmes de compliance cosmétique pour essayer de planquer leurs petites affaires, et puis d'un autre côté, le gendarme de la concurrence qui serait là, effectivement, à essayer. Non, je crois qu'on a, enfin, il me semble en tout cas, sans fausse naïveté, qu'on a passé ce stade. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les grands groupes, et je peux m'exprime pas au nom de toutes les entreprises, mais en tout cas, ce que je vois, en tout cas, c'est que les grands groupes sont aujourd'hui, pour un certain nombre, ont effectivement été condamnés parfois à des amendes extrêmement significatives, ont parfaitement internalisé la nécessité, effectivement, de vivre, de se conformer, de faire en sorte que les activités de l'entreprise, effectivement, se conforment à tout moment et en tout lieu, je dirais, aux règles de concurrence. C'est quand même un challenge. Enfin, je veux dire, il y a peut-être quelques personnes qui vont être sensibles à ça, mais c'est pas que de la spéculation intellectuelle. Je veux dire, ça veut dire que en fait, l'épée de Damoclès, elle est que pour les entreprises, on est dans des situations effectivement où la moindre, la pratique anticoncurrentielle qui n'aurait pas été parfaitement détectée en amont par les programmes de conformité, peut entraîner des conséquences absolument cataclysmiques. Donc pour répondre à votre question, je crois que on verra un peu en fonction des commentaires qui ont été faits par la communauté des affaires, quelles sont et les autres parties prenantes, quels sont effectivement les commentaires constructifs qui seront pris en compte par l'autorité de la concurrence. La deuxième chose, c'est que ce qui est important, c'est aussi que l'autorité de la concurrence, dans l'application elle-même, au-delà du texte, mais dans l'application elle-même du communiqué, se garde de suivre effectivement une application strictement mécanique, en partie de critères, comme les critères de dissuasion, les critères de récidive, les critères de durée, etc., qui ont effectivement conduit à cette augmentation totalement exponentielle du montant des amendes. Et à partir de là, je crois qu'il faudra vraiment, et c'est pour ça dont ma réponse est clairement, il s'agit d'un progrès. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce communiqué qui était attendu, je me souviens, le président Lasserre était venu, notamment à la Chambre de commerce, en parler avec nous, on avait clairement dit, oui, on souhaite avoir un communiqué. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire, enfin à l'époque, on ne parlait pas de communiqué, mais peu importe. Aujourd'hui, on ne va pas dire, non, c'est pas un progrès. Oui, c'est clairement un progrès. Oui, c'est clairement un progrès si effectivement, on fait attention, effectivement, à ce qu'il n'y ait pas une application absolument mécanique de ces critères, notamment de dissuasion. Et c'est un progrès surtout si, effectivement, ces lignes directrices s'inscrivent dans ce qui doit être l'objectif ultime, qui est la recherche d'un niveau d'amende proportionné au dommage à l'économie, qui, tout en étant dissuasif, parce que je ne conteste pas la nécessité, effectivement, d'une dissuasion, mais que ce niveau d'amende s'inscrit dans le cadre d'une politique de concurrence plus globale, dont le but ultime ne doit pas être, effectivement, démultiplier le montant des amendes, mais doit être, effectivement, d'aider les entreprises à orienter leurs pratiques vers une plus grande conformité aux règles de concurrence. Voilà, donc sur cette base-là, et je sais que je suis peut-être sur
sur l'angle des 3 minutes, donc je vais conclure sur ce point, mais je crois que c'est vraiment important de dire que cette méthode, la méthode présentée par l'autorité de la concurrence, elle est cohérente avec sa pratique décisionnelle, avec l'article 464.2 du Code de commerce et globalement avec le droit communautaire de la concurrence, mais c'est aussi l'occasion vraiment de promouvoir les spécificités du droit de la concurrence français, parce qu'on a un droit qui effectivement est protecteur contre les excès, notamment du fait de la nécessité d'apprécier la gravité du dommage à l'économie. Et si ce débat démocratique qui est institué par ce projet de communiqué peut aboutir in fine à un texte qui soit globalement favorable, moi je pense qu'il pourrait servir effectivement de base à une discussion plus large. En Angleterre, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une décision extrêmement importante du 11 mars qui vient d'être rendue par le Competition Appeal Tribunal en Angleterre, qui est absolument essentielle, et je voudrais qu'on en parle un petit peu. Et peut-être qu'effectivement, comme on l'entend dire un jour, mais c'est peut-être des rêves, si les lignes directrices européennes étaient amenées effectivement à faire l'objet d'un débat démocratique, après tout, il date de 2006, donc ce serait peut-être pas complètement absurde, effectivement, qu'il y ait une discussion quant à sa réévaluation. Je crois que le débat français, ouvert par ce communiqué, peut être effectivement une bonne base. Donc, Madame Cutrelli, est-ce que je peux vous repasser la parole, puisque nous sommes sur ce deuxième sujet, et avoir votre point de vue par rapport à ce qui vient d'être dit, et notamment donc sur la question des sanctions prononcées par les autorités nationales? Alors, je vais essayer de ne pas dépasser mes 3 minutes, parce que là, je me sens un petit peu plus bavarde que sur le premier sujet. Si jamais je les dépasse, vous mordrez sur la suite pour moi. Oui, je pense que il faut des réflexions préliminaires sur ce débat entre droit national et droit communautaire. C'est clair que le communiqué ne prévoit aucune différence entre les sanctions aux infractions au droit français ou au droit communautaire. Et donc, les sanctions devront être calculées en principe de la même manière, selon qu'on est purement en national ou qu'on a une composante communautaire. C'est tout au moins la base de départ, et ça me semble tout à fait normal pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je vais revenir. Mais c'est vrai qu'en revanche, même si les dispositions substantielles du droit français et du droit communautaire en matière de concurrence sont en gros les mêmes, même presque sœurs jumelles, les sources de droit ne sont pas les mêmes, et surtout en matière de sanctions, les dispositions ne sont pas exactement les mêmes. Donc, a priori, ça paraît un peu la quadrature du cercle, mais je pense que c'est quand même un problème que l'on peut résoudre, je dirais, à partir du moment où tout le monde y met de la bonne volonté et en faisant un peu attention à l'articulation de tout cela. Alors d'abord, il convient quand même de se rappeler que ce n'est pas l'autorité française qui choisit d'appliquer le droit communautaire. C'est une obligation. Le règlement 1/2003 prévoit que les autorités nationales non seulement peuvent, mais doivent appliquer automatiquement les dispositions de l'article 101 ou 102 selon le cas, dès lors que, dans l'application de leur droit national, elles détectent une composante d'affectation du commerce entre États membres. Et cette notion d'affectation du commerce entre États membres, je sais que, y compris chez nous à la Cour d'appel de Paris récemment, elle a été débattue et qualifiée d'interprétation stricte, mais c'est une vision que je me permets de ne pas partager et qui a fait bondir beaucoup de spécialistes de droit communautaire. Car nous avons tous l'expérience depuis des années, pour ne pas dire des décennies, que cette conception, au contraire, de l'affectation du commerce entre États membres est interprétée de manière plutôt large, et en tout cas lorsque vous savez qu'il s'agit simplement d'un effet potentiel ou indirect, on peut aller très loin, et je me réfère là à d'autres lignes directrices importantes, qui sont des lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce entre États membres. Alors à nouveau, ce ne sont que des lignes directrices, ce n'est pas le droit, etc. Mais elles systématisent néanmoins une jurisprudence qui, elle, s'impose bien entendu aux autorités nationales. Parce que là, nous n'avons pas d'option, à mon avis, sur ce sujet. Et j'irai plus loin, c'est que même lorsque une autorité nationale a pu considérer que telle ou telle pratique ne relève pas du droit communautaire parce qu'elle a estimé dans sa sagesse que le commerce entre États membres n'était même pas susceptible d'être affecté. Et je fais là
référence à une affaire de prix de vente de farine en Belgique, dans la région flamande, ce qui peut paraître effectivement relativement limité. Ça donne un arrêt devenu célèbre et fondateur, qui est l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Webic, sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais cet arrêt, outre qu'il a insisté très largement sur l'effectivité et l'obligation d'effectivité du droit communautaire qui s'impose aux autorités et aux juges nationaux, cet arrêt a aussi dit au passage que ce n'est pas parce qu'une autorité nationale avait jugé que le commerce entre États membres n'était pas susceptible d'être affecté que le dernier mot était dit, puisque la Cour d'appel pouvait avoir une autre opinion, et bien entendu la Cour de cassation, ce qui sera aussi, bien sûr, chez nous peut-être de plus en plus le cas, puisqu'à présent, l'autorité a elle-même maintenant le pouvoir d'aller en Cour de cassation directement. Donc, tout cela converge vers l'idée que tant qu'on n'a pas un jugement définitif dans un État membre, on ne sait pas de source sûre et absolument certaine s'il n'y aura pas finalement du droit communautaire à appliquer. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'il est très difficile d'échapper au droit communautaire. Et là, nous retrouvons à nouveau l'arrêt Webic, auquel je faisais allusion il y a un instant, qui est récent, du 7 décembre 2010, du 11 juin 2009. Non, 7 décembre 2010, pardon, et c'est l'arrêt XBV qui l'avait précédé, qui était du 11 juin 2009. Et sans faire trop de citations, je dirais quand même que cette notion d'effectivité du droit communautaire, que la Cour de justice a jugé comme étant un des devoirs des autorités nationales dans l'application du droit de la concurrence qui leur est conféré par le règlement 1/2003, est quelque chose de tout à fait central, et dans deux cas où la notion purement communautaire n'était pas si évidente que cela, et où les juges nationaux ont jugé bon d'interroger la Cour de justice. L'arrêt Webic, l'effectivité des sanctions infligées par les autorités de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de l'article 83 du traité, donc devenu 103, est donc une condition de l'application cohérente des articles 81 et 82. Et donc sur ce plan, la Cour de justice, dès 2009, a mis les choses très clairement, y compris au niveau des sanctions. Et l'arrêt Webic, donc toujours lui, du 7 décembre 2010, qui a conclut au fait que les autorités nationales de concurrence devaient avoir la possibilité d'être non seulement intervenantes à présenter des observations devant les juges nationaux lorsqu'ils étaient saisis de recours contre leurs décisions, devaient même, lorsqu'il s'agissait de droit communautaire, être des parties intervenantes à part entière. C'est un arrêt de la Cour de justice qui le dit, et à cette occasion, la Cour de justice a redit et a motivé clairement en disant que les États membres désignent l'autorité, en se référant d'ailleurs au règlement 1/2003 lui-même, les États membres désignent l'autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 du traité, de telle sorte que les dispositions de ce règlement soient effectivement respectées. Et donc, la Cour insiste sur l'application effective, non seulement des articles 101 et 102, mais en faisant même le centre, en quelque sorte, du raisonnement. Alors évidemment, c'est la difficulté, c'est qu'en revanche, en matière de sanctions, le même règlement 1/2003 dit que les autorités nationales doivent appliquer le droit communautaire, mais dans le respect de leurs propres règles nationales. Et c'est là où, effectivement, a priori, on pourrait dire il y a un problème, un risque de non-coïncidence. Et moi, je pense que ce risque n'est pas si grave à partir du moment où l'on interprète la loi nationale d'une manière qui est conforme aussi à un principe de droit communautaire qui s'appelle le principe d'interprétation conforme, qui est un espèce de truc, en quelque sorte, relativement commode, est très utile et fondamentalement très important, qui permet non pas de rester tranquille en disant les textes ne sont pas les mêmes, alors on va écarter le droit national et appliquer le droit communautaire à la place, mais problèmes de susceptibilité, voire problèmes juridiques fondamentaux dans un certain nombre de cas de compétences, mais c'est tout simplement faire son possible pour que le droit national lui-même, que l'on respecte à temps plein, puisque bien entendu l'autorité doit respecter l'article L 464-2, et je ne vais certainement pas dire le contraire, il y a moyen de l'appliquer, de l'interpréter et de l'appliquer par l'autorité nationale et par le juge français, de manière à ce qu'il soit pleinement conforme aussi aux objectifs du droit communautaire, et ce, même si les critères
de base de délimitation et de fixation des sanctions ne sont pas rédigées et ne sont pas exactement de la même manière. Et à cela s'ajoute évidemment tout le travail de convergence qui est effectivement fait au niveau du réseau et auquel le président Lasserre a fait allusion tout à l'heure. Et je dirais qu'il y a 4 raisons pour lesquelles il faut que ça colle, si j'ose dire, et il y a moyen que ça colle avec l'interprétation conforme. C'est que non seulement les raisons juridiques, donc, qui sont le devoir d'assurer l'effectivité du droit communautaire, c'est du pur droit. Ce sont, à mon avis, aussi des raisons évidentes d'égalité de concurrence. Parce que, entre les États membres, si des entreprises se voient exposées à des sanctions, grosso modo, de niveau qui ne seraient pas comparables selon les États membres, alors je ne dirais pas qu'elles vont choisir et faire du forum shopping, parce qu'évidemment, elles ne le peuvent pas. L'allocation se fait au sein du réseau. Mais on peut, du coup, se trouver avec des distorsions de concurrence qui seraient quand même tout à fait dramatiques au sein de la communauté européenne, et ce d'autant plus que, par définition, nous sommes dans des situations où le commerce entre États membres est affecté. J'ajouterais que, peut-être, l'allocation des affaires au sein du réseau, justement, doit donc être, il me semble, tout à fait neutre à cet égard et ne doit absolument pas prendre en compte ce type de situation. Et je pense que la scène juridique française elle-même a tout à y gagner, à inspirer confiance en quelque sorte, et à ce que lorsqu'il y a des débats au sein du réseau, il n'y ait pas d'hésitation à envoyer à tel État, et spécialement à la France, des affaires parce qu'il y aurait une espèce de suspicion dû au fait que le système français ne serait pas en phase ou serait méfiant vis-à-vis du droit communautaire. Donc je pense que nous devons l'accepter. Cela dit, de quoi parle-t-on, bien entendu? Je dois encore avoir 1 minute, si je vais très vite, très très vite. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut savoir de quoi on parle. Parce que de quel droit communautaire parle-t-on? On est bien d'accord, on ne parle pas de l'article 5 on parle de l'article 5 du règlement 1/2003 qui renvoie au droit national pour les sanctions. On ne parle pas de l'article 23 du règlement 1/2003 qui dit qu'il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci, puisque c'est un article qui ne s'adresse qu'à la Commission européenne. Il va de soi, bien entendu, que les lignes directrices de la Commission de 1998, de 2006 ne s'appliquent pas et ne s'imposent pas ni à l'autorité française ni aux juges français. Cela dit, comme l'a fort bien rappelé monsieur le juge légal, les lignes directrices de la Commission ont quand même une grande partie de synthétisation de la jurisprudence communautaire. Or, la jurisprudence communautaire, elle, s'impose aux autorités nationales et aux juges nationaux lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit communautaire. Et donc, il faut qu'on se tourne évidemment vers les principes généraux, qui, eux, s'appliquent de toute manière, et la jurisprudence de la Cour de justice. Et parmi ces principes, on retrouve le principe d'effectivité dont j'ai déjà parlé, et bien sûr d'autres principes, que sont la proportionnalité, la non-discrimination, etc. Et donc, l'objectif fondamental, je dirais qu'il ne faudrait pas oublier non plus, dès qu'on est en droit communautaire, qui est le fonctionnement du marché unique, qui historiquement a quand même été un des fondements du droit communautaire de la concurrence. Ça joue pour les cartels, bien entendu, lorsque leur objet même est de diviser le marché, mais ça joue aussi, et tout le monde l'a en tête, dans les restrictions verticales, puisque c'est même une des raisons pour lesquelles le droit communautaire de la concurrence s'est attaqué aux restrictions verticales. Ça joue aussi, je dirais, au-delà de ça, au marché public, qui souvent ont, sinon pour objet, et encore, mais peuvent avoir souvent pour effet d'éliminer et de faire des entraves au libre établissement ou à la libre prestation des services. Donc nous avons une foule de cas où, de toute manière, nous avons directement les objectifs du droit communautaire. J'aimerais maintenant peut-être passer au point suivant, qui est donc la référence à la valeur des ventes. L'objectif des sanctions également cela en compte. Et donc c'est notre point, effectivement, notre troisième point, qui est donc la détermination du montant de base. Et j'aimerais donc inviter Monsieur Gache, parce que nous avons compris de la présentation faite tout à l'heure par le président Lasserre que cette référence fait l'unanimité, mais il y a quand même un certain nombre de questions. Donc, du point de vue de l'entreprise, est-ce que vous estimez que le recours à la valeur des ventes permet de fixer les sanctions à un niveau suffisant pour neutraliser les gains illicites qui peuvent être obtenus grâce à un cartel ou un abus? Et si vous avez cet avis, pouvez-vous nous donner, dans quelques minutes, les conditions?
Bien, merci. Effectivement, la base des ventes est un élément de l'équation qui doit être posée pour arriver à une sanction. La détermination du montant des ventes est un élément favorable puisqu'il est simple, il est non discutable et il peut limiter les discussions sur ce point, alors que les discussions en matière de droit de la concurrence, les discussions sans fin, peuvent être argumentées sur d'autres points. L'important, c'est que le résultat de la formule, le chiffre d'affaires, les écrêtements, la durée, etc., arrivent à une sanction qui soit dissuasive. Sachant qu'au sein des entreprises, les montants illicitement obtenus sont forcément optimisés par le savoir-faire interne de l'entreprise et que c'est toujours très difficile de fixer la limite de l'utilisation dans les gammes de produits, de services, de géographie, etc. Et que ça, c'est un savoir-faire interne de l'entreprise que l'autorité de la concurrence et les juges n'ont pas à apprécier en laissant l'idée que l'entreprise sait très bien optimiser ses gains. J'ai une question double, si je puis dire, qui s'adresse d'une part à M. Saint-Esteban et ensuite à Jean-Yves Trochon, qui est de savoir si vous estimez que la fourchette retenue en l'état des choses, donc de 0 à 30%, qui est partagée par un ensemble d'homologues en Europe, est justifiée, et ensuite de savoir si le projet de communiqué, est-ce que vous pensez, Jean-Yves, que ce projet va se traduire par une augmentation des sanctions pour les entreprises? Si vous voulez commencer, M. Saint-Esteban. Alors, sur deux questions, donc 1 minute et demie chaque. La première sur la fourchette 0 à 30. Là, et avec mes confrères pour lesquels nous avons travaillé pour notre contribution, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir une fourchette de ce type va à l'encontre de la transparence. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire à la fois on va vous assurer la transparence et puis on vous donne une fourchette telle que quand on regarde l'application même de la Commission, on s'aperçoit que pour la quasi-totalité des cas, elle est à 50% de la fourchette, ou entre 15 et maximum 20 ou 22 dans des cas particuliers. Ce qui veut dire que à ce moment-là, on a une indication, c'est la transparence minimale, on sait que ça sera entre 0 et 30, mais quand vous avez le client qui vous dit entre 0 et 30, il y a une nuance, je serai où ? Eh bien, on lui dit, vous serez quelque part entre 0 et 30. Et pour ça, il faudra qu'on regarde la pratique décisionnelle. Et j'ai connu, moi, une époque, alors ça stupéfie tout le monde, où on avait, sans ligne directrice, on était arrivé, en France, à une prévisibilité qui était assez satisfaisante. Pourquoi ? C'était donc avant la loi NRE, du moins avant l'application de la loi NRE, quand on avait une fourchette qui était limitée, enfin, et là on parlait, comme disait la Cour de cassation, en fait on raisonnait par le maximum, il faut bien dire, qui était de 5% du chiffre d'affaires national. Donc on était avec une base assez qui était cernable, qui était assez cohérente avec ce qu'on envisageait à l'époque comme base pour les sanctions. Et là, on était arrivé, nous, les avocats qui avions un peu d'expérience, pas autant que le Conseil, mais des différents cas, où on arrivait à dire, pour tel type d'infraction, vous serez entre 1,5 et 2. On en était à des 0,5% du chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas comparer avec les unités ici. Pourquoi donc ? C'est pour ça que nous considérons que si on veut vraiment une transparence, eh bien, il faut réduire cette fourchette qui n'est qu'indicative. On n'oublie pas, on n'a pas arrêté de le dire ce matin, que le Conseil peut toujours se départir, mais en justifiant de ses principes. Donc là, on aurait une indication plus raisonnable. Et le fait que les autres raisonnent de 0 à 30, je regrette, c'était le message que je voulais dire tout à l'heure, nous sommes un pays, pour l'instant, qui
dans le cadre de l'Union européenne, a reçu ou a gardé la compétence en la matière, et donc rien ne nous interdit de faire cela. C'était donc sur le premier point. Deuxièmement, les deux choses vont de pair. Nous avons procédé, on a eu un petit sous-groupe de travail, nous avons pris un certain nombre de décisions, toutes les décisions de ces 3 ou 4 dernières années, je ne me rappelle plus, rendues par le Conseil de la concurrence et l'autorité, et dans laquelle on pouvait détecter donc les éléments utiles, c'est-à-dire les chiffres de vente. Et on a appliqué les nouveaux pourcentages, y compris, on a tenu compte des éléments d'abaissement, enfin d'atténuation et d'aggravation qui figuraient dans la décision quand ils figuraient. Et on est arrivé à des conclusions qui sont radicales. C'est que ces lignes directrices vont atteindre un objectif qui n'est pas avoué, et je pense qu'il n'est pas celui de l'autorité, et ça serait bien qu'aujourd'hui on nous le dise clairement, qui est celui de l'aggravation considérable du niveau des sanctions. Bon, heureusement que je ne vois pas l'interpellation, mais alors nous avons donné les fiches affaire par affaire de notre calcul, et donc je crois que là il y a un point de clarification dans l'esprit de CCF et dans l'esprit de ligne directrice de synthèse qui est affirmé dès le paragraphe 1 ou très vite. Nous devons donc savoir si ce n'est qu'une synthèse de la pratique antérieure ou si c'est autre chose. Ça, c'est le premier. Deuxième point, la transparence, c'est non seulement les lignes directrices, et c'est très important pour les juristes, je dirais qu'ils vivent de ça, c'est aussi la continuité de la pratique antérieure et l'analyse des décisions. Et moi, je suis très inquiet, aussi bien, alors pardonnez-moi, par le droit communautaire, qui vous dit expressément qu'il doit en effet être rappelé que selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence. Alors, arrêt, c'est pas vieux, 3 février 2011, et début mars, il y en a eu un autre. Bon, là, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. D'un côté, on a des lignes directrices qui ont pour objet de synthétiser une pratique aussi bien décisionnelle et de la Cour. Et de l'autre côté, pour l'avenir, parce que les lignes directrices, elles seront là à un certain moment, elles vont commencer à être appliquées. Et ensuite, quand nous dirons, oui, mais dans tel cas, telle norme de la ligne directrice a été interprétée de telle et telle manière, puisqu'il n'y a pas tout dans les lignes directrices. On nous dira, ah oui, mais on n'est pas du tout lié, ce qui est possible. Mais alors, à ce moment-là, il faut vraiment expliquer pourquoi ce qui était vrai dans une décision, dans des circonstances apparemment, bien entendu, similaires, parce que sinon ça n'a pas de sens, ne le serait pas prochainement. Voilà donc mes 2 réponses qui dépassent l'œuf, il ne sera pas bon. Non. Moi, ma mère, c'était plutôt... Je vais juste laisser M. Trochon rajouter quelque chose, et puis M. Gache a un mot à ajouter. Oui, donc sur le premier point, le montant de base, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Non, sur les facteurs d'individualisation et les conséquences prévisibles pour les grands groupes, bon, moi j'ai effectivement eu connaissance de ces simulations. J'avais pas le sentiment que c'était l'objectif de l'autorité de la concurrence et que ces lignes directrices, ce communiqué n'avait pas vocation à conduire à une augmentation significative, très significative, puisque vous parlez d'un facteur de 2 à 4, voire 10 dans certains cas. Donc, enfin, c'est un peu de deux choses l'une. Soit, effectivement, on est dans une logique où on dit, finalement, on est quand même, il y a une consolidation de la pratique juridictionnelle, la pratique décisionnelle en conformité avec... en cohérence globale avec le droit communautaire, dont on ne cherche pas à s'affranchir totalement, quoique vous... Non, c'est pas le sens. Non, bien sûr. Mais c'est pas une norme qui s'impose à nous. Voilà. Mais globalement, on devrait avoir un trend qui ne devrait pas être totalement flat, mais qui devrait quand même être globalement en évolution, disons, raisonnable, pour autant que les entreprises n'intègrent pas
totalement la nécessité absolue d'internaliser la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au sein de leur groupe. Mais si tel est le cas, à ce moment-là, la courbe serait flat ou en décroissance, et sinon, effectivement, elle devrait être en légère croissance. Mais là, effectivement, la courbe que vous évoquez semble conduire à une augmentation. Alors, ça, c'est vrai que c'est vraiment une question, évidemment, essentielle. C'est pour ça que moi, dans mon premier point, je disais, oui, j'applaudis, je veux dire, des deux mains ou d'une main ce communiqué, parce que je demande, mais quand même, c'est globalement positif, clairement. Mais si tout va dépendre effectivement du résultat. Tout va dépendre de l'application, oui ou non, des normes de droit communautaire, telles qu'elles sont appliquées de façon relativement mécanique dans certaines décisions de la Commission, pas toutes, ou pas. Alors pour les grands groupes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça plaide d'autant plus, et comme j'aurai peut-être encore 1 minute et demie dans la 4e question, pour la nécessité absolue du débat sur la reconnaissance des programmes de compliance. Bon, de toute façon, reconnaissance ou pas, de toute manière, c'est un sujet dont les entreprises, effectivement, doivent absolument, s'emparer plus encore qu'hier, puisque c'est des normes de risk management, de bonne gouvernance. C'est vraiment, les conséquences peuvent être aussi importantes beaucoup plus importantes même, finalement, de manière en termes de traduction pécuniaire que les sujets de fraude, de corruption, etc., etc. Bon. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'à partir du moment où l'entreprise, où les autorités de la concurrence reconnaissent, valorisent, assurent la promotion de ces programmes et surtout considèrent qu'effectivement elles peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes, alors effectivement, je pense que ça aura un effet démultiplicateur pour les grands groupes. Le problème que je vois et que je mentionne simplement, c'est les paragraphes 41-42 du communiqué sur la taille des entreprises, puissance économique, appartenance à un groupe de dimension européenne ou internationale. Je ne dis pas que c'est décalé par rapport à la loi française. Je ne dis pas que c'est décalé par rapport à la jurisprudence communautaire. Je ne dis pas que c'est décalé par rapport à la réalité. Après tout, quand un grand groupe a peut-être encore plus de responsabilités que des petites entreprises en la matière. Mais je crois qu'il faut quand même faire attention à ce que au risque de double peine à l'égard des grands groupes, du fait du cumul probable ou possible entre la gravité de l'infraction, le dommage causé à l'économie, la prise en compte de toutes des circonstances aggravantes, et puis l'imputabilité avec la jurisprudence monumentaliste. Il y a une décision d'ailleurs européenne d'hier, ArcelorMittal, qui reconfirme encore évidemment effectivement le caractère totalement irréfragable de la présomption de responsabilité et donc d'imputabilité au groupe. Bon, c'est vrai que là aussi, pour reprendre ce que disait Hubert Légal tout à l'heure, c'est vrai que il y a la perception globale et puis il y a le risque effectivement de s'enfermer dans une espèce d'application mécanique qui fait que pour les grands groupes, on peut faire des simulations, on peut jouer à se faire peur. Donc on a quand même des entreprises en France, et là je vais plaider un instant pour le suppôt du grand capital, mais c'est une blague. Non, on a quand même des très grands groupes en France, on a des très belles entreprises. Faisons en sorte qu'effectivement ces entreprises respectent de plus en plus demain qu'aujourd'hui et qu'hier les règles de droit de la concurrence. Essayons de faire en sorte effectivement que cette espèce de présomption globale de responsabilité qui pèse sur les grands groupes ne conduise pas effectivement à des conséquences qui peuvent être totalement incalculables. Je voulais prendre la parole et c'est sûrement parce que vous en avez marre que je parle que des grands groupes, c'est ça ? J'aimerais bien effectivement que M. Gache donne son point de vue et j'aimerais bien aussi que vous embrayiez dans la suite avec une autre question que j'ai qui est sur la durée. Et si vous avez un avis à partager avec nous sur le fait dont la durée doit être prise en compte ou pas au niveau dégressif, constante ou progressive, s'il vous plaît. Moi, je vais apporter une variante à ce que je viens d'entendre et aux applaudissements, etc. Parce qu'en tant que justiciable, j'attends que mon tailleur, il me taille un costume à la mesure de mes épaules. Et en matière de droit de la concurrence, je pense que c'est à peu près pareil. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les fondements de cette image. Lorsque une société a une stratégie qui intègre des ententes, des abus de position dominante, c'est totalement différent que lorsque il y a une personne isolée qui prend une initiative. Ça, c'est un élément.
les conséquences en termes de développement d'entreprise, avec bien sûr les savoir-faire financiers qui vont avec, les savoir-faire de développement, sont incommensurablement plus importantes lorsque ça fait partie d'une stratégie que lorsque c'est un accès isolé. On ne peut pas non plus imaginer que lorsque un leader, voire un dominant, est partie prenante dans une entente, un abus de position dominante, une entente, ça soit sans conséquences tout à fait différentes que lorsque ce sont des entreprises de taille plus modeste. Et on se demande jusqu'où on peut aller, d'un point de vue réflexion, pour que une procédure de clémence puisse être acceptée et faite par un leader qui a bénéficié, qui a organisé et qui est le grand bénéficiaire des résultats financiers de ces ententes. D'autant plus que là aussi, le savoir-faire pour exploiter financièrement les gains obtenus n'a rien à voir avec des PME ou des entreprises secondaires. Je vous ferai état des moyens d'effet de levier issus donc des EBITDA gonflés, des valorisations d'entreprises, des stratégies de développement qui peuvent même être optimisées sur le territoire français au détriment de l'État, dans la mesure où ces entreprises mettent en face ces profits des charges financières d'emprunt qui effacent les impôts en France. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de ce genre. D'autant plus que le marché étant atteint par des ententes durables, la durabilité est un élément majeur, puisqu'il faut imaginer qu'une entente dure à peu près 8 à 10 ans, et qu'il faut à peu près 8 à 10 ans pour arriver à une conclusion définitive d'indemnisation éventuelle et supposée des victimes. Donc c'est à peu près 50% d'une vie professionnelle qui est engagée pour des gens qui subissent les ententes et leurs résultats. D'autant plus que sur un marché où des dominants ou des leaders sont partie prenante, ce qui est pratiquement toujours le cas, on se rend compte que le jour où on siffle la fin des ententes théoriques, la procédure de clémence, on vient faire la clémence, il y a une ère des ententes, comme un bateau ne s'arrête pas, les ententes ne s'arrêtent pas en sifflant. Parce que l'ADN du marché est touché. C'est-à-dire que les comportements, les états d'esprit, les mécanismes des clients, des fournisseurs, des concurrents restent totalement sous l'emprise de ce qui vient de se passer pendant 10 ans. Une entente de faible durée n'a pas du tout le même impact. Et donc, contrairement à l'orientation de l'autorité de la concurrence, ce n'est pas quelque chose de dégressif qu'il faut prendre, mais quelque chose d'exponentiel, une sorte d'intérêt composé des effets des ententes. Alors j'espère que je vais avoir 1 ou 2 applaudissements, parce qu'il y en a eu un au fond, mais j'aimerais bien en avoir de mon côté. Merci. Est-ce que je peux passer la parole à Maître Saint-Esteban pour avoir votre point de vue sur la question de la durée dégressive, progressive, exponentielle? Alors je suis largement battu aux applaudissements. Je rends hommage. Je pourrais m'arrêter là car je suis un bon vaincu. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est toujours le discours. Il y a déjà 20 ans qu'on m'a accusé d'être le défenseur des ententes. En public, on m'avait dit, parce que je suis défenseur, c'est vrai, souvent des entreprises, qui quelquefois sont quand même innocentes, j'ai le regret de le dire. Au passage, je fais partie des entreprises quand même. Même si elles sont en position dominante, même si elles sont très fortes, même si elles font beaucoup de bénéfices. C'est votre fonds de commerce. D'autres fois, la durée n'est pas de 10 ans. Ça peut être ponctuel, etc. Et la nature des pratiques, quand elles sont réalisées, peut être très différente aussi. Et donc, venir dire que sur la durée, automatiquement, les dommages graves deviennent exponentiels, suppose premièrement qu'il y ait des dommages graves la première année, déjà. Donc qu'on ait déjà détecté un dommage à l'économie important. Bon. Deuxièmement, qu'ensuite... Oui, bon, d'accord, aux consommateurs, mais...
Oui, mais les victimes des cartels sont pas forcément d'abord les consommateurs, sont aussi des entreprises. Hein, je regrette, des clients. Bon, il n'y a pas que les consommateurs. C'est un vrai problème, on le sait, le passing on, etc. Bon, donc, je reviens. La difficulté que l'autorité essaye de trancher par ses lignes directrices, c'est que ça doit s'appliquer à toutes sortes de cas. Hein. Donc, il ne faut pas caricaturer, prendre les cas les plus graves, etc. Donc, je crois. Deuxièmement, par expérience, M. Gache, par expérience, et ça résulte encore des plus récents arrêts de la Cour de justice, on voit avec l'affaire, je crois, des tabacs bruts espagnols, qu'il y avait des problèmes très compliqués de savoir s'il y avait une entente qui avait commencé pendant 2 ans. Et ensuite, du moins pour certains, ça s'est arrêté pendant 2 ou 3 ans. Et puis ça repart. Hein. Et donc la Cour de justice ou le tribunal, je crois que c'est le tribunal, a eu à résoudre ces problèmes très compliqués qu'il faut aussi aborder, au moins dans la discussion, de savoir quid des ententes uniques, comment on dit, continues, complexes et continues. Et donc, ce qui fait que cette question de la durée, pour moi, est une question qui ne peut pas, là encore, être résolue par des moyens mécaniques. Et ce qui est curieux, c'est qu'ici, dérogeant au principe que l'autorité a indiqué au début de son communiqué, qui rejetait les moyens mécaniques, c'est qu'on constate là, et c'est pas, ça se discute ensuite au fond, mais du point de vue de la méthode, que l'autorité, suivant en cela la méthode de la Commission, donc a adopté une méthode mécanique. On prend une année et puis on multiplie par un facteur. Après, on peut discuter du facteur. Je crois que, en tout cas, toujours jurisprudence CCF, quand il doit apprécier le cas particulier, l'autorité, ou quand elle doit apprécier, l'autorité doit en tout cas tenir compte exactement des effets de l'entente. Et ce qui est plus compliqué, c'est relativement facile quand on a une entente ponctuelle, vous voyez, sur un an, mais c'est, je suis d'accord avec vous, beaucoup plus compliqué quand on a une entente qui se poursuit et d'intensité variable. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons, nous, praticiens, constaté souvent. Hein. Les ententes, alors je ne sais pas ce que disent les économistes parce qu'on n'a pas, c'est pas encore public, les contributions, mais les ententes sont très souvent, sinon la plupart du temps, mais pas toujours, font l'objet de ce qu'ils appellent, sous la menace de représailles, de tricherie. De tricherie. Les menaces de représailles ne marchent pas toujours, et donc la transparence n'est pas toujours, et il y a des tricheries. Et ça nous est arrivé très souvent, nous les avocats, et je prends à témoin tous mes confrères qui sont ici, très souvent, on est venu apporter la preuve que l'entente n'avait pas été effectivement appliquée de manière égale dans le temps, égale par tous, etc., qu'il y avait des francs-tireurs, des tricheurs, etc. Donc, je ne suis pas d'accord, moi, pour venir dire qu'il faudrait une méthode, soit avec un coefficient 1, soit un 5, etc. Et la méthode espagnole, elle est pas mal, finalement, c'est que, bon, par prudence, on fait du dégressif. Mais il y a l'autre formule. L'autre formule. Ça, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Oui. Je vais vous le réexpliquer. Oui. L'autre formule, elle est. J'aimerais bien, Maître Esteban, si on peut. Je termine. Oui, allez-y. L'autre formule, eh bien, elle est de coller de plus près à la réalité de l'affaire, et en tenant compte des effets concrets et du dommage à l'économie, et on en revient au dommage à l'économie causé par l'entente sur cette durée, eh bien, se fonder là-dessus. Et le plus simple, c'est de le mettre dans le montant de départ. Point. Bon, j'aimerais donc
passer sur le dernier point avant d'ouvrir la salle, parce que j'ai une question pour vous dans le dernier point. Sinon, la salle piaffe de poser aussi des questions. Je voulais donc partir sur le point au niveau des sanctions et les procédures accessoires et de savoir comment on peut déclencher les bonnes incitations. Et j'aimerais justement avoir votre point de vue, Monsieur Gache, sur de savoir s'il faut tenir compte, ajouter des circonstances atténuantes, ou plutôt, je crois que je connais la réponse, plutôt des circonstances aggravantes. Je passe la parole ensuite à Monsieur Trochon pour un point sur les bons réflexes, et puis après, j'aimerais ouvrir les questions pour terminer cette séance. Oui, moi je voudrais revenir sur la notion de temps et de durée. En économie, pour structurer un marché, c'est pas moi qui le dis, il suffit d'observer comment fonctionnent les fonds d'investissement très aiguisés, c'est de l'ordre de 5 ans. En matière financière, il suffit de regarder, c'est aussi autour de 5 ans. Quand on sait que des ententes durent 10 ans, ça pose un gros problème, ça veut dire que forcément, les structures d'un marché, les structures de fonctionnement sont en jeu. La deuxième remarque, c'est une question de masse financière obtenue. Avec quelques centaines de milliers d'euros, vous achetez des camions. Avec plusieurs millions, voire des dizaines de millions d'euros captés de façon illégale, vous rachetez rapidement la société avec qui vous êtes entendu qui a acheté 2 camions, mais vous rachetez les 2 camions avec la société. Donc il y a un effet de masse tout à fait évident en matière de finances qui fait que plus on a de masse financière, plus les gains montent de façon exponentielle. C'est mécanique et vous n'avez que regarder l'enrichissement des plus grandes fortunes du monde. Plus on a d'argent, plus on en gagne. C'est normal. Et donc plus on capte sur le marché des sommes importantes, plus on est capable de les faire fructifier de façon exponentielle. Voilà. Ça me paraît être une constante. Alors après, qu'on tienne compte de certains éléments, bien sûr, puisque la nature étant diverse, on continuera comme ça. Sur les sanctions. Alors, sur les sanctions, pour moi, les amendes doivent résister à tout calcul qui fait qu'entre le risque, c'est une étude de risque, et dans la stratégie d'entreprise, l'amende doit toujours être dissuasive en termes de montant par rapport à l'ensemble des gains obtenus directement et indirectement et de façon exponentielle. Mais les amendes ne sont qu'un des éléments, parce qu'avec le temps, quand on arrive sur des durées importantes, il y a des problèmes de structuration définitive du marché qui sont non réversibles, qu'il faut remettre en cause. Et là, on touche des éléments liés à la déconcentration, qui sont d'ailleurs utilisés de façon classique dans les acquisitions importantes, dans les fusions et acquisitions, et que les autorités de la concurrence, c'est très bien mettre en œuvre. Et ça, en matière de résultats d'entente ou d'abus de position dominante, on le voit, pour l'instant, à ma connaissance, peu. Enfin, il y a 2 autres points, les victimes. Alors, les victimes, aujourd'hui, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui s'est passé, puisque je peux être dans une situation qui peut être comme celle-là un jour, peut-être. Il y a très très peu de victimes qui arrivent à se faire entendre, à faire reconnaître de façon simple et rapide les dommages à faire valoir et à être compensés. Donc je pense que là aussi, dans le système de dissuasion et le système de réparation, d'ailleurs c'est Nelly Cross qui disait ça, il n'est pas normal que lorsqu'on attrape un voleur, on le mette en prison, mais ayant retrouvé le réfrigérateur qui a été volé, on ne rende pas le réfrigérateur à celui à qui il appartenait. Donc je pense que là, il y a un point important. Et en dernière place, il y a les sanctions pénales. Alors je sais que ça doit rester, bien sûr, tout à fait marginal, mais enfin, quand on est au cœur de la stratégie de développement des entreprises, que les ententes se sont passées au niveau national, dans plusieurs pays, au même moment, avec les mêmes acteurs, les mêmes mécanismes, etc., qu'en plus, bien entendu, les dirigeants se sont enrichis en proportion certes moins que l'entreprise, mais enfin, en valeur absolue de façon très significative par rapport à des gens qui travaillent normalement, qu'ils soient appelés devant les tribunaux pénaux pour rendre compte, je trouve que ce n'est pas tout à fait anormal et amoral. Voilà, merci. Il faut terminer sur la compliance. Oui.
Oui, moi je vais juste dire deux mots. Je ne vais pas reparler trop longtemps des problèmes de compliance parce que je sais que le temps est vraiment compté. Je voulais juste mettre à profit les 3 minutes, peut-être moins même, qui me restent pour quand même dire quelques mots et les enseignements qu'on peut tirer, c'est les premiers commentateurs. Moi j'ai lu la décision rapidement, mais de cette décision britannique dans le secteur, c'est dans le secteur de la construction. Hein. Là, alors, je commence donc en répondant à votre question qui est de dire, donc c'est comme quoi c'est pas totalement déconnecté, que l'OFT effectivement valorise l'existence des programmes de compliance, pas seulement après, mais en amont. Donc avec un discount de 15% qui est donné aux entreprises, en plus d'une procédure dite de fast track order qui est probablement, enfin plus que probablement, qui est comparable à la procédure de non-contestation de grief, donc ce qui fait un discount global de 40% hors procédure de clémence, puisque je pense pas ou je crois pas qu'il y ait des procédures de clémence en l'occurrence. Bon, pour moi, la ligne à suivre, c'est vraiment ça, c'est à fond sur les programmes de risk management, de gouvernance, puisqu'à la fin, on sera tous heureux quand, dans un monde idéal, les entreprises se conformeront au droit de la concurrence, qu'effectivement, il n'y aura plus d'entente, il n'y aura plus d'abus de position dominante. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. La question, c'est effectivement de savoir comment trouver les bonnes incitations. Donc, les sanctions sont nécessaires. La dissuasion n'est pas contestable dans des cas intentionnels. Je dis vraiment, je dis, vous allez voir pourquoi je dis ça, hein, parce que c'est voilà. Mais il va de soi que effectivement, il faut trouver ces incitations et ça doit s'inscrire. La politique des sanctions doit s'inscrire vraiment dans une politique plus globale. Alors, ce que dit par ailleurs cette décision intéressante, d'abord parce qu'elle donc la réduction, c'est 90% de réduction du montant total des amendes après 5 ans et demi d'enquête. Hein. Un rapport d'enquête de 2000 pages, dit la décision. Donc une décision assez mûrement réfléchie qui conduit finalement à ce que les guidelines de l'OFT, enfin les premiers commentateurs, si je puis dire, semblent dire que l'OFT n'aura pas d'autre choix que de remettre totalement à plat ces guidelines. Enseignement intéressant, je ne dis pas que ce qui se fait à Londres et forcément, doit prévaloir sur ce qui va se faire à Bruxelles ou à Paris ou ailleurs. Mais quand même intéressant, des choses intéressantes qui sont dites. Premièrement, la gravité des sanctions, la gravité des pratiques. On parle d'offres de couverture, de bid rigging. Donc l'offre de couverture en soi, c'est quand même pas joli. Bon, l'OFT, de façon probablement relativement légitime, enfin en première vue, a dit ce sont des pratiques particulièrement graves, donc qui doivent justifier, nécessiter une sanction très importante, donc un pourcentage très important. Le competition, la Cour d'appel britannique dit, écoutez, tout bien considéré, les offres de couverture, certes, sont pas insignifiantes. N'empêche que, compte tenu du peu d'effets qu'elles ont eu sur le marché, elles ne méritaient pas la sévérité de sanctions infligée par l'OFT. Deuxièmement, elle dit, de toute façon, tout ça, c'était quand même des pratiques relativement répandues, de telle sorte que, d'une certaine manière, les gens finissaient par se demander si oui ou non c'était des pratiques qui étaient gravement anticoncurrentielles ou légèrement anticoncurrentielles. Intéressant. Moi, je ne commande pas, je dis simplement que c'est intéressant aussi de se dire il y a des pratiques qui peuvent apparaître particulièrement graves et vous allez avoir une cour d'appel qui va vous dire finalement, tout bien considéré, en regardant de façon approfondie ces 2000 pages de rapport d'enquête, je considère que ces pratiques sont pas si graves. Deuxième chose, et je suis pas trop long, hein, je maîtrise le temps. Enfin, j'essaye. Le temps étant le père de la vérité, donc comme on le sait tous maintenant. L'autre chose extrêmement intéressante, c'est que il y a une contestation par la Cour d'appel du fait d'apposer un pourcentage de dissuasion de 15% aux sociétés sur le chiffre d'affaires total des groupes auxquels les entreprises appartenaient comme base de dissuasion. Et la Cour d'appel britannique dit que pour elle, si elle ne remet pas en cause le principe même de l'approche, elle dit qu'en l'occurrence, compte tenu du manque d'individualisation de l'appréciation, et cela constitue un instrument injustifié et donc justifie, aux yeux de la Cour d'appel, l'annulation ou la réformation de cette décision et la réduction du montant de 90% du montant de la sanction. Et autre chose, et je termine là, pour aboutir à l'imposition d'une amende finale qui ne soit pas excessive ou disproportionnée,
ce que dit cette Cour, c'est qu'il faut rechercher en permanence un équilibre entre culpabilité de l'entreprise et dissuasion. Donc, en d'autres termes, ce que je comprends, mais je l'ai lu rapidement hier, cette décision, un peu longue par ailleurs, mais pleine d'enseignements, décidément, elle dit que le facteur de dissuasion, quelque part, doit être corrélé avec la culpabilité, c'est-à-dire l'élément intentionnel, c'est-à-dire la mauvaise foi de l'entreprise, c'est-à-dire le fait que l'entreprise a sciemment essayé de effectivement mettre en place ces pratiques, en ayant conscience du fait que ces pratiques étaient particulièrement graves. Donc, ce qui est intéressant, je suis pas... Attendez, moi, je tire pas d'enseignement, je suis juste un humble commentateur qui dit simplement que cette décision du 11 mars peut apporter de l'eau au moulin, ou en tout cas à la réflexion globale. Et je crois vraiment que voilà, c'est un sujet qui est en pleine ébullition. Et finalement, vous avez bien fait, Président, de ne pas vous précipiter pour publier ce communiqué, et peut-être de donner encore un petit peu de temps pour bénéficier de la substantifique moelle de ces décisions. Il y en a d'autres en Allemagne qui sont intéressantes. La Cour de Düsseldorf, qui a réformé et divisé par 4, par exemple, une affaire de cartel qui datait à la fin des années 90, sur la base d'une étude économique, une quantification de ce qu'ils appellent le Mehrerlös, et qui dit simplement le Bundeskartellamt a fait une évaluation tout à fait excessive. Voilà, j'en termine, puisque le temps est le père de la vérité. Le temps bénéficie aux fraudeurs, quand même, Oui, est-ce qu'on peut prendre quelques questions de la salle, et est-ce que je peux demander à la personne qui pose la question de s'identifier? Oui, non, pas trop. Oui, c'est Thierry là. C'est pas tout à fait une question, c'est une remarque. Tout le monde a l'air très étonné du fait que le montant des sanctions calculées avec le projet de ligne directrice soit plus élevé que le passé. Mais c'est pas étonnant, c'était même inévitable, pour une raison très simple. La règle en droit pénal, c'est qu'on donne le maximum de sanctions et pas la sanction. La sanction est individualisée, elle peut aller très bas. Qu'est-ce que c'est que des lignes directrices? Les lignes directrices, c'est de dire à une entreprise, vous avez un plafond légal, qui est de 10% de votre chiffre d'affaires mondial. Il est beaucoup trop élevé dans le cas d'espèce. C'est une de vos filiales qui a fait une petite pratique. Donc ce plafond légal ne vous dit rien. On va vous en donner un autre, les lignes directrices. Mais ce qu'on va vous donner, c'est de nouveau un plafond. Et les autorités de concurrence, que ce soit la Commission ou l'autorité française, va écrire des lignes directrices pour attraper tous les cas, et avec une marge de sécurité. Donc forcément, son mode de calcul va être un majorant, en tout cas on peut l'espérer, de l'amende réelle. Là où il y a un danger ou une difficulté, et Robert a bien montré qu'il y avait une sorte de dérive, notamment au niveau communautaire, c'est qu'une fois qu'on a fait un calcul de majorant, extrêmement confortable, parce que 30% du chiffre d'affaires multiplié par le nombre d'années, c'est extrêmement confortable. Donc on est très très au-dessus, on est sûr d'attraper absolument tout le monde. Après on dit, bah oui, mais on est ridicule si après avoir écrit 30%, on prend 5%, si la réalité du surprix, par exemple, sur un marché, c'est 5%. Alors on va tomber dans une pratique, et son calcul n'est pas très différent du mien, en tout cas de mon expérience, on est à 16, 17, 18. Et donc on dit maintenant, on appuie sur un bouton et on fait 17% à chaque fois. Et là, ce qui était acceptable pour calculer un plafond, c'est-à-dire un majorant, devient la sanction elle-même sans aucune considération d'individualisation. Et donc, pour moi, le problème des lignes directrices, c'est que tant qu'elles sont destinées à donner une visibilité sur un nouveau plafond plus réaliste par rapport au cas d'espèce, ma foi, on peut discuter de trop haut, pas assez haut, etc. Mais si jamais on s'engage dans une méthode automatique consistant à dire entre 0 et 30, c'est 15, on appuie sur un bouton, on tombera dans les mêmes errements que la Commission. J'aimerais bien avoir... Oui, je prends d'autres questions parce qu'on est vraiment très très en retard. C'est une question... Allez-y. C'est une question sur l'augmentation du niveau des amendes. Et c'est un point de vue légèrement différent que de celui qui vient d'être exprimé, puisque on a tous constaté une très forte augmentation du niveau des amendes au niveau communautaire, une augmentation moins sensible, mais une augmentation quand même du niveau des amendes en France. Et on voit bien qu'on est confronté aujourd'hui à ce risque d'augmentation du niveau des amendes. Or, est-ce qu'il n'est pas paradoxal que le niveau des amendes augmente alors que les probabilités de détection ont très fortement augmenté ?
Alors pourquoi les probabilités de détection ont très fortement augmenté? Parce que nous avons aujourd'hui des programmes de clémence qui sont d'une redoutable efficacité. Nous avons des programmes de conformité dans les entreprises. De fait, mon expérience, et c'est évidemment quelque chose de très difficile à mesurer, mais l'expérience de beaucoup d'avocats et d'hommes d'entreprise, c'est que les probabilités de détection ont augmenté. Et autrement dit, il y a un débat à avoir sur le niveau optimal des sanctions qui dépend des gains de cartel, on en a beaucoup parlé, des gains de pratiques illicites. Quel est ce niveau des gains? Et on ne voit pas des travaux. Les autorités de la concurrence, depuis une dizaine d'années, se sont dotées d'équipes d'économistes chevronnés et de très haut niveau. Où sont les travaux sur les gains de cartel allégués? Où sont les travaux sur les probabilités de détection pour donner une base rationnelle et scientifique, scientifique, le mot exagéré, mais donner un début de base rationnelle à ce niveau des sanctions? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'entends, on va faire 15 à 30% parce que c'est quelque part les chiffres qui sont appliqués par la Commission européenne. Je suis désolé, c'est pas parce que la Commission européenne a fixé ce seuil-là que ce seuil est bon. Le seuil peut être supérieur, mais il peut être aussi nettement inférieur. Donc il y a un problème de débat et d'éléments d'information dans ce débat. Peut-être Madame Perrault a quelque chose à dire là-dessus. Juste là-dessus, je suis un peu à froid là. Deux choses. Évidemment, pour les économistes, c'est sûr qu'une politique dissuasive optimale, elle doit s'appuyer sur deux jambes, qui sont la probabilité de détection d'un côté et l'amende de l'autre. Donc, de ce point de vue-là, intellectuellement, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, les programmes de clémence ont été mis en œuvre dans l'objectif d'améliorer la probabilité de détection. Donc, de ce point de vue-là, on est assez d'accord. Alors, sur le problème est que les études scientifiques, puisque économiques, disons le mot, qui essayent d'évaluer la probabilité de détection des cartels, il en existe. Bon, elles sont évidemment, comme toutes les études économétriques, contestables, et elles situent, avec les programmes de clémence, la probabilité de détection des cartels dans la masse des cartels qui existent à un instant donné, à peu près à 15%. Probabilité instantanée de détection. Et donc, ça reste malgré tout très faible par rapport à la masse des cartels probablement existants et inobservables par définition, puisqu'on parle d'une population dont seule la partie émergée de l'iceberg, celle qui finit par venir devant les autorités de concurrence pour une raison ou pour une autre, masque en réalité la grande masse des cartels qui ne seront jamais détectés. Donc, ce qu'on observe, ce qu'on calcule, alors avec évidemment des méthodes qui toutes peuvent être critiquées, c'est une augmentation de à peu près, une valeur de la probabilité de détection d'à peu près 15%. Concernant les surpris des cartels, il y a eu des études récentes, très récentes même, qui ont essayé d'évaluer d'abord les études passées estimant ces surpris et qui les ont fait repasser sous des techniques et des fourches codines économétriques plus sophistiquées que probablement les études antérieures. Alors on dirait que 15%, ça a l'air d'être un chiffre magique en droit de la concurrence, puisque en réalité, les surpris estimés moyens des cartels de ces travaux très récents, qui datent d'il y a quelques semaines, sont elles aussi autour de 15%. Donc toute la question, c'est que ça peut fonder une réflexion générale sur la politique, ce que devrait être une politique de sanctions dissuasive. Mais justement, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est que au-delà de ces valeurs générales, 15% de probabilité de détection d'un cartel, 15% de surpris liés à une entente, il y a des situations particulières. Et là, il ne faut pas se leurrer. Alors c'est sans doute un point sur lequel on discutera ensuite, puisqu'il y a des économistes qui participent à la table ronde suivante, mais c'est que les autorités de concurrence se trouvent placées dans une très grande asymétrie d'information et de capacité à récolter des données vis-à-vis des entreprises qu'elles sont supposées sanctionner. Et donc, toute la difficulté, c'est, on est tous d'accord qu'il faut individualiser les sanctions, c'est tout à fait ce que dit Thierry Dahan, mais ce qu'on voit bien, c'est que la difficulté pour s'échapper de ce cadre, en gros, qui dit 15% de probabilité de détection, 15% d'augmentation des prix, c'est d'arriver à trouver au cas d'espèce tout ce qui fait la richesse et l'intérêt du débat économique, mais qui est en réalité très difficile à mener jusqu'à son terme. Quel est le contrefactuel, etc., etc.
Ça se discute. Je pense qu'on peut pas débattre de ce point-là qui est vraiment très technique ici. Ça se discute. C'est évidemment un point intéressant. Pendant que j'ai le micro, est-ce que je peux le retenir encore une demi-seconde pour revenir sur les programmes de compliance? Il se trouve que dans cette salle même, et Carole était d'ailleurs déjà présente, on a eu une séance dans laquelle on a discuté de la restitution de l'étude que nous avons fait faire sur les programmes de compliance. Il y avait aussi des représentants de l'OFT. Il est ressorti de ces discussions un point qui a évidemment été présent dans notre esprit au moment de la rédaction de notre projet de communiqué, qui est comment prendre en compte les programmes de compliance. Et il me semble personnellement que décider qu'on va mettre une ligne dans ce projet de communiqué pour dire l'existence d'un programme de compliance pour l'entreprise est au fond une garantie que sa sanction va être diminuée, me semble totalement aberrant du point de vue économique. Parce que, au fond, ça reviendrait à dire, je prends une espèce d'assurance, je mets en place un programme de compliance dont on sait qu'il peut être tout à fait efficace, mais dont on sait qu'il peut être aussi très cosmétique. Et puis cette assurance me donne droit, dans le futur, à une diminution de ma sanction de temps. Alors, c'est un outil de respect du droit de la concurrence, mais je ne crois pas qu'on puisse en tenir compte dans le projet de communiqué, si c'est ça que vous vouliez dire, dans l'établissement de nos sanctions. Pas du tout ça que je voulais dire. Je crois ce que, si vous voulez, c'est l'esprit des lignes directrices, c'est d'indiquer c'est indicatif. C'est la nature même. D'ailleurs, vous utilisez le terme de guide, ce qui historiquement est dangereux. Mais c'est un guide, donc une indication. Eh bien, il pourrait y avoir une indication sur le fait qui n'est pas exclu, au moins, et même on pourrait aller plus loin, que l'on tienne compte de systèmes de compliance, qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres, aussi bien dans leur conception que dans leur application. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, sauf à faire tout un paragraphe, mais ce que nous trouvons vraiment comme défaut, c'est que le mot ne figure pas. Nous avons une dernière question dans la salle. Oui, j'avais deux petites choses à dire. La première, presque par affection, à Maître Saint-Esteban, quand il a commencé par dire que, après tout, le droit communautaire n'a pas grand-chose à faire dans la. Bon, ça me rappelle un peu les années 80, ou 1980 ou 81, lorsque les banques françaises encore disaient le droit communautaire ne s'applique pas à nous. Et heureusement, il y a eu l'arrêt Zuckner qui a bien réglé les choses depuis. De toute manière, que ça nous plaise ou pas, le droit communautaire est là. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, quand nous avons déposé nos observations, nous n'avons pris en compte que le droit communautaire. Nous n'avons sûrement pas pris en compte le fameux arrêt du 19 janvier 2010, que tout le monde connaît, dont je ne vais pas parler parce que les conditions politiques dans lesquelles il baigne l'ont, je dirais, marqué à jamais. C'est très dommage qu'il n'ait pas été devant la Cour de cassation. Ça lui aurait fait beaucoup de bien. Mais au-delà de ça, ça continue, parce que dans l'affaire Digicel à laquelle on a fait allusion, la même cour d'appel, c'est peut-être pas les mêmes personnes, puisqu'on sait que ce n'est plus les mêmes personnes, mais la même cour d'appel a quand même cru devoir justifier que l'affectation du commerce entre États membres doit être interprétée de manière stricte. Pourquoi ? Tenez-vous bien, parce que ça risque d'accroître la répression, ce qui est un raisonnement de pur pénaliste français qui n'a rien à voir avec le droit communautaire et qui est complètement, je dirais, qui sort out of nowhere. Quand on veut appliquer du droit communautaire, que ce soit du droit communautaire ou du droit national, je veux bien, mais au moins quand on applique ou quand on essaie d'appliquer le droit communautaire, qu'on l'applique comme il se doit, et tout le monde sait que la clause d'affectation de commerce entre États membres n'est pas quelque chose qui doit être évalué plus ou moins strictement, parce que c'est plus ou moins susceptible d'accroître la répression, mais simplement pour ce qu'elle est. Elle a toujours été évaluée
a toujours donné des résultats de grande affectation, de très facile affectation de commerce entre États membres. Merci. C'est pas le sujet, d'accord? Mon cher confrère, nous venons d'apprendre, s'agissant de la Cour d'appel, mais je vais revenir à votre... vous m'avez interpellé confraternellement. Pour la Cour d'appel, je viens d'entendre que hier, la Cour de cassation a confirmé l'affaire du travail temporaire. Et le président de l'époque de la Cour d'appel, chaque fois qu'on lui sortait sa jurisprudence de janvier 2010, il disait « Oui, mais j'ai 2 arrêts, enfin, nous avons 2 arrêts. Il y a l'arrêt acier, mais il y a aussi l'arrêt travail temporaire qui était... » Mais il n'empêche qu'on ne peut pas oublier le deuxième, et donc, ça, il faut voir la jurisprudence en son entier. Pour ce qui me concerne, en ce qui concerne le droit communautaire, je me suis sans doute mal expliqué, c'est le syndrome de l'œuf à la coque. J'ai été trop vite. La question qui se pose concrètement et qui se pose dans les affaires est de savoir quelle est la force vis-à-vis de l'autorité française ou du juge français des lignes directrices de la Commission. Mais attendez, laissez-moi terminer. Attendez. Mais je regrette, c'est des choses qui se passent. Vous êtes peut-être très souvent en droit communautaire. Moi, je suis très souvent également devant les institutions nationales. Il arrive que nous évoquions, je mets collectif, nous avocats, entreprises, etc., et que nous nous interrogions sur l'incidence des lignes directrices communautaires pour l'interprétation que nous devons donner, nous, à nos règles nationales. J'ai simplement voulu dire que ces règles communautaires qui ont une valeur relative dans l'ordre communautaire ne peuvent pas gouverner l'interprétation des normes françaises. Point. Ce qui ne veut pas dire que le droit communautaire, je ne sais pas ce que c'est, ou que j'en suis à la période où, devant une juridiction, c'est vrai, cela, c'est Pierre-Henri Tedjen qui le racontait, lorsque un avocat, pour une des premières fois, était venu, dans les années 60, invoquer le traité de Rome, le juge, le président de la juridiction l'avait interrompu en lui disant « Mais quel traité de Rome, de quelle année, et quel en était son objet ?» Je ne suis pas... Je ne pense pas qu'on vous soupçonne d'aller jusqu'à Non, mais ce n'est pas une défense pour moi. C'est simplement que le droit communautaire n'est pas une sorte de deus ex machina qui doit tout gouverner. Je rappelle simplement qu'il y a des règles, qu'il y a des normes nationales aussi, mais qui doivent être cohérentes, qui interprètent, etc. Mais ça, on est d'accord. Mais l'interprétation... Attends. Pas le débat. Je ne représente pas la France. Je voudrais poser une question sur le communiqué. Et je voudrais poser la question qui me pèse beaucoup, c'est le fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un délai de jugement qui soit introduit dans le communiqué parce qu'il y a un intérêt commun des avocats et des cartellistes à faire durer les cas très longtemps. Il y a des jugements qui prennent 8 à 10 ans avant d'être émis. À ce moment-là, tant les victimes que les coupables sont en fait dédouanés. Donc je pense que dans le communiqué, on devrait introduire un délai de 2 à 3 ans maximum, comme c'est pratiqué dans certains pays, et notamment en Allemagne, de façon à ce que les cas soient jugés dans un délai où les jugements soient proprement applicables et respectés. Bon, je pense que ce n'est pas le sujet de ce communiqué-là. Cela dit, sur la rapidité des jugements, je vous suis à 100%. Cela dit, je me permettrai quand même de faire une petite correction sur la pratique. Parce que lorsqu'on se trouve, en tout cas en droit communautaire, devant la Cour de justice et qu'on a maintenant des affaires qui ont été jugées, des affaires où les pratiques remontent à 20 ans, qui ont été jugées en gros une dizaine d'années après, le temps de l'instruction, etc., etc., annulées par le tribunal, reparti à la commission, deuxième épisode, et il y a pas mal d'affaires en ce moment comme ça, qui reviennent à nouveau devant le tribunal,
les cartellistes sont les premiers à s'en plaindre, les cartellistes comme vous les appelez, et ils commencent à dire « mais la prescription aurait dû jouer, elle ne joue pas, délai pas raisonnable, etc. » Ça nous empêche d'avoir maintenant une défense raisonnable. Enfin, je résume les affaires. Donc ça veut dire que tout le monde s'en plaint. Je ne pense pas qu'il n'y ait que les entreprises impliquées dans les ententes qui se plaignent de la durée. Je pense que la durée, elle préjudicie à tout le monde, à l'autorité elle-même, aux autorités de compétence, aux personnes mises en cause et aux victimes et au calcul stratégique certainement. Et tout le monde se retrouve effectivement un peu démuni à cause des délais. Ça, c'est vrai. C'est sans doute pas l'objet de ce communiqué, mais je me appliquerai totalement à votre propre demande sur la demande en matière de délai. Oui. Clôturer les débats parce qu'il y a une petite pause et il y a aussi une deuxième table ronde derrière nous. Et donc en remerciant nos 10 minutes de pause, s'il vous plaît. Merci beaucoup.